Bonjour Georges, Bonjour Pedro, bonjour à tous bonjour à et tous. bienvenue dans le monde réel. Es-tu vraiment sûr? Nous ne sommes pas dans une simulation informatique comme le dit Elon Musk? Non, Bon. Alors oui, vous avez pu voir le nouveau générique qui a été préparé et par Tristan, euh, qui est avec nous en régie. Et donc oui, je suis revenu aussi. Mais on va commencer par un sujet un peu grave. merci à Tristan pour ce très beau Oui, générique, c'est chouette. tout à fait. Et il va y avoir encore des évolutions, en particulier sur les intertitres, etc. Vous verrez, ça va être mieux. Et on essaye d'être à l'heure parce que j'ai vu que pendant que toi, Georges et moi, on n'était pas là, certains se sont moqués parce que on a été remplacés et que eux, ils étaient à l'heure et que nous, on l'était pas, tu vois? Donc j'ai senti, apparemment, on nous a trollés, en notre absence. Plus sérieusement, aujourd'hui, on commémore un anniversaire. C'est le 3e anniversaire du début de la guerre en Ukraine et donc que peut-on dire là-dessus, Georges? Ouais, oui, c'est le tragique anniversaire d'une de ces terribles guerres en Ukraine qui maintenant a vu des conséquences tragiques pour l'Ukraine, évidemment. C'est un pays qui est totalement ravagé, il y a plus d'un million de morts côté ukrainien, quelques 140 000 et 150 000 côté russe. 10 millions de réfugiés ukrainiens de déplacés en Europe en général, hein, dans le lieu comme en Russie. Et ce qui est terrible, c'est que c'est une guerre qui aurait pu être évitée. Malheureusement, la conséquence de cette guerre, c'est que l'Ukraine, je pense, va quasiment disparaître comme État. En tout cas, elle ne sera plus cet État qui aurait pu être le pont entre la Russie et l'Europe, un grand pays, plus grand que la France, avec 40 millions d'habitants. Ça va être un État croupion, peut-être amputé de 50% de son territoire, peut-être sera-t-il des morceaux qui avaient été rattachés à l'Ukraine reviendront à la Hongrie, à la Roumanie, à la Moldavie, qui sait, à la Pologne. La guerre est terminée. Elle ne continue que parce que on a certains, en particulier en Europe, qui souhaitent qu'elle continue, car ils avaient un projet, c'est le projet des néoconservateurs, qui était d'affaiblir la Russie. Et l'Ukraine a servi à cela. Et la guerre en Ukraine, sur le dos, malheureusement, des Ukrainiens, et l'échec du projet néoconservateur qui est né en 1991 avec la chute de l'URSS et l'espoir d'éclater la Russie en plusieurs morceaux. On avait montré il y a pas longtemps dans une émission, la carte, je me souviens, avec les je sais plus combien d'États, 15, russes. 15. La guerre a été poussée par les néoconservateurs. Rien n'a été fait pour l'arrêter. Les accords de Minsk 2 n'ont pas été respectés. Les propositions russes de décembre 2021 n'ont pas été suivies. En mars-avril 2022, quand un accord pouvait être trouvé entre l'Ukraine et la Russie, c'était le mémorandum d'Istanbul. L'OTAN, en la personne de Boris Johnson, a fait que la guerre continue, puisque, encore une fois, l'espoir était que les Ukrainiens tiennent, et ils ont tenu, beaucoup plus que même l'OTAN ne comptait, ça fait 3 ans maintenant, qu'ils tiennent pendant que l'Occident s'attaquait à l'économie de la Russie et se faisait s'effondrer, mettait l'économie russe à genoux. On se souvient des propos de Bruno Le Maire. Ce qui ferait chuter Poutine et permettrait enfin de relier ce grand rêve d'affaiblissement de la Russie. Bon, la conséquence, le destin des armes en a été tout différent. Euh, la Chine en est le principal vainqueur stratégique, d'où la réorientation américaine. On aura une vidéo là-dessus ce soir spécifiquement de ligne de front qui devrait sortir sur ce sujet. Comme je l'avais prédit d'ailleurs dans un article du 23 février 2022, où j'avais écrit que la guerre a déjà commencé et que l'Ukraine serait détruite et que le grand vainqueur serait la Chine et que la Russie serait obligée de s'allier, de devenir le numéro 2 d'une alliance forte avec la Chine, ce qui est advenu.
Mais la Russie aussi s'est renforcée, son économie est devenue plus puissante, plus souveraine, hem, pendant que l'Ukraine, elle, est détruite et que les États européens, avec leurs sanctions, eh bien, subissent, un désastre également de leur économie. Donc voilà, triste anniversaire, et on espère que, heu, encore une fois malheureusement sur le dos des Ukrainiens, cela marque la fin de cette séquence qui aura duré quasiment 40 ans de tentatives d'hégémonie américaine sur le monde et que, avec plus de raison, on se tourne vers un monde multipolaire où, eh bien, on n'aura plus ces néoconservateurs qui tenteront d'imposer par des guerres, par des coups d'État, l'hégémonie des États-Unis. Merci Georges, effectivement, c'est pas joyeux. Alors certains disent: «Bah, si la guerre est finie, tous les réfugiés vont retourner en Ukraine». C'est un peu une négation de tous les conflits passés et surtout, le pays étant complètement détruit, les infrastructures, les perspectives, étant quand même compliquées pour ceux qui reviendraient. Ça ça paraît complètement lunaire de penser que, les réfugiés vont revenir en masse. Heu, Surtout certains sont dans des régions qui ne sont même plus ukrainiennes et cetera. Bref, Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est une guerre civile. La plupart des ça a été un des drames et ça continue, par le que ce soit des va-t-en-guerre ou des idiots, ils ne sont pas au courant. L'Ukraine est aussi une guerre civile qui a commencé en 2014 et les Ukrainiens, il faut mettre un grand guillemet, parce que les Ukrainiens, c'est quoi? Des Ukrainiens à 100% ukrainiens, c'est des Ukrainiens à moitié russes, moitié ukrainiens, comme une énorme partie de la population. C'est des Ukrainiens un quart ukrainien, trois quarts russe, ou trois quarts ukrainien, un quart russe, un autre gros quart de la population. Bref, il y il a y des a Polonais aussi. et il y a des Polonais, enfin bon, c'est très compliqué. Il y a énormément de réfugiés qui sont en Russie, en fait. La Russie est le deuxième pays d'accueil des réfugiés. Mmh. Ah oui. Ceux qui sont plutôt russes, eux, ils vont revenir. Euh, Parce que les villes vont être reconstruites. Mais l'autre Ukraine, qui va reconstruire? Personne. Donc, qui va revenir dans des villes dévastées où il n'y a plus d'électricité, les canalisations sont explosées, où il n'y a plus de maisons. Ça n'a pas de sens. Donc les gens vont pas revenir. Puis quand on part, on s'installe ailleurs. Voilà, c'est mécanique. La moitié des gens ne reviennent jamais. Ils sont arrivés ailleurs. Ils ont fait une nouvelle vie. Voilà. Surtout Par beaucoup de ceux contre, qui sont partis sont des jeunes. oui, en plus beaucoup sont des jeunes. Et puis on a surtout on aura un problème après. C'est l'arrivée de nouveaux. C'est-à-dire que les projets loufoques de l'Union européenne sont, quelle que soit la taille de ce qui restera de l'Ukraine, de rattacher complètement à l'UE. Et donc là, on aura, faut bien se rendre compte de ce que ça va représenter. Un pays où il reste quand même encore 28-30 millions d'habitants, c'est pas un petit pays. Euh, Beaucoup de gens sans travail, effondrés, et puis des centaines de milliers d'hommes qui auront combattu, certains avec des traumatismes graves, beaucoup gravement blessés, qui ne sont pas suivis puisque leur pays est effondré, euh, et qui vont nourrir mais des mafias très puissantes, avec des gens qui... Ou alors on pourra avoir des coups d'État en Ukraine, ça s'est déjà vu, quand dizaines et dizaines de milliers de soldats euh, doivent subir, en plus d'années de guerre, une défaite et une capitulation, et leur dire, bah, voilà, le sacrifice de votre jeunesse ou d'un morceau de votre vie ou de vos amis ou de vos camarades de combat n'a servi à rien, c'est une défaite. Voilà, rentrez chez vous. Même chez moi, c'est détruit, ou c'est de l'autre côté de la frontière, ou je fais quoi? Bah, désolé. Hein. Voilà. Et tout ça n'est pas pensé, tout ça est laissé à l'abandon. Les séquelles seront longues. Voilà, la reconstruction sera très très longue. C'est une tragédie totale. C'est un nouveau suicide européen. Le premier, c'était la Première Guerre mondiale. Le deuxième, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Là, on a évité la catastrophe généralisée, grâce aux armes nucléaires, évidemment. Mais c'est du niveau localisé, mais c'est du niveau des deux précédentes guerres mondiales. Oui, parce qu'il y a un problème qui est très peu évoqué pour ceux qui veulent que l'Ukraine combatte jusqu'au dernier combattant, jusqu'à la fin pour gagner, c'est le problème démographique. Si la France, en 1940, avait continué à combattre, ce qui aurait pu être une possibilité, jusqu'au bout, jusqu'à Calais, il y aurait plus eu de population
pour reconstruire et faire après, la déroute des Allemands. Il faut voir ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une génération, il va y avoir un trou démographique gigantesque, donc et ce trou démographique entre ceux qui sont partis et toutes les naissances qui n'auront pas eu lieu pendant les 3 dernières années et tous les hommes en âge de procréer qui sont morts et toutes les femmes, en âge de procréer qui sont parties. Il y a un moment, dans 40 ans, la population va s'effondrer et la seule solution qu'il y aura, ce sera d'importer massivement d'autres peuples et les peuples autour, il y en a pas beaucoup qui sont compatibles directement Sauf dans les zones qui vont avec être, l'Ukraine. annexées par la Russie Oui, ou les zones annexées éventuellement par la Pologne, puisque la Volhynie, la Galicie, heu, peuvent basculer, en Pologne comme ça a déjà été le cas avant. Marco a aussi raison, il nous écrit, que c'est pas fini, il va falloir déminer, marquer les zones polluées par certaines armes, il y a des armes à l'uranium appauvri, il y a eu un usage massif d'armes à sous-munitions. On sait que les armes à sous-munitions sont ces bombes qui explosent en grappe, qui lâchent plein de petites bombes. En fait, 40% n'explosent pas. C'est un travail de déminage titanesque. Euh, des terres polluées. On se souvient de temps qu'il a fallu pour nettoyer les territoires comme la Somme, la Marne, tous les territoires français où a eu la Première Guerre mondiale. Alors là, on est au-delà hein, en termes d'utilisation d'obus. Euh, on en trouve toujours aujourd'hui. Hein. Il y a toujours des agriculteurs qui trouvent des obus non explosés, des grenades, des armes, des fusils de la Première Guerre mondiale. Donc, tout ça va être un travail colossal, tragique. Voilà. oui, sans compter toutes les armes qui sont sur place et qui vont revenir par les réseaux mafieux. Tu évoquais les hommes, mais il y a aussi, Oui, un les armes, arsenal c'est déjà le cas. tout à fait. Bon, espérons, pour, la l'humanité, parce que ça me fait penser à Jean Jaurès, que les gens redeviennent raisonnables et qu'on arrête parce que derrière toute guerre, il y a quand même des victimes civiles et on peut pas on va dire, il y a un moment où il faut savoir arrêter le combat. Je crois alors, c'est un clin d'œil au pape qui va pas bien, ces jours-ci, mais c'est lui qui avait dit justement, ça avait beaucoup choqué. À un moment, il faut savoir accepter qu'on a perdu. Et voilà, c'est malheureusement, pour l'instant, si on voit que ça se débloque du côté, des États-Unis, de la Russie qui commence à discuter, du côté de l'Europe, on est dans une logique où il faudrait continuer encore et encore. Espérons Et tu as que tout à fait raison de rappeler le cas du pape, bon, visiblement, le pauvre François a l'air bien mal en point. Euh, oui, c'était en février 2023. Il avait dit voilà, la guerre est terminée, en fait. C'est une défaite. mmh, Maintenant, continuer. tout à fait. Alors, on va passer sur un autre sujet et par rapport à ce sujet, j'ai une vraie question pour toi parce qu'on a parlé de l'Ukraine, mais est-ce que tu es en colère contre la société en général? Je l'ai Il nous a préparé, hein. manqué, les petites blagues de Pedro nous ont manqué. Alors, réponds-moi, est-ce que tu es en colère contre la société en Mais je général? suis en colère depuis longtemps. Parce que colère, c'est l'expression absolue de la corruption morale dans notre vie politique française, l'entre-soi du socialiste, des LR, le pouvoir au-dessus des peuples, des décisions populaires. C'est la vente des fleurons industriels français. Vraiment, et puis évidemment des soupçons de corruption bien réels avec MSC. Oui, je suis en colère. Colère. Donc tu es en colère contre la société en général? Parce que oui, donc on apprend qu'Alexis Kohler va dans la part à la Société Générale. Alors c'est le fameux, phénomène, alors c'est plus fréquent à Bruxelles qu'en France, mais qui existe aussi en France, hein. On n'oublie pas Nicolas Sarkozy, dans le conseil, d'administration d'Accor.
où je crois, c'était François Fillon qui était parti chez Gazprom, si je me trompe pas. François Fillon chez Gazprom, oui. Exactement. Heu, Ça pose quand même un vrai sujet. Déjà, moi, personnellement, et c'est quelque chose que je défends, quand on atteint un certain degré de responsabilité au niveau de l'État, on ne d on doit pouvoir retrouver un travail après, mais il devrait y avoir un temps de latence. On ne doit pas pouvoir sortir, d'un métier stratégique et tout de suite rentrer, dans un conseil d'administration d'une entreprise. Ça devrait être juste interdit. Quitte à ce qu'on paye une pension pendant, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, à la personne, mais justement pour éviter les conflits d'intérêts. Parce que tout bêtement, les dossiers en cours sont toujours là. Je me rappelle de ce, ministre, je crois que c'était ministre du transport, que j'appelais le tiktokard parce qu'il faisait que des TikTok, on ne savait pas très vraiment ce qu'il fait, qui avait voté un programme pour l'hydrogène vert monstrueux de subventions à certaines entreprises. Et qu'est-ce qu'il a fait au moment où il est sorti? Il est rentré à la direction de l'entreprise en question qui avait, chopé le plus d'argent. C'est juste pas possible. Effectivement, comme le dit Maison, c'est bien une sorte de période de carence. Ça éviterait déjà, cette logique-là. Parce que là, en gros, c'est le beurre, On l'argent en du a beurre. même, on en a même Pedro, en Suisse, il a interdit aux fonctionnaires de faire de la politique. Oui, C'est un choix, voilà, faut faire un choix. c'est En France, c'est les militaires. Ils peuvent pas, tant qu'on est militaire. Et puis justement, quand on a fini surtout les officiers supérieurs, ceux qui rentrent les généraux 2S, amiraux 2S, c'est-à-dire deuxième section, bah, pendant un temps, ils sont, voilà, ils sont sujets à un certain nombre de restrictions. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas dire tout ce qu'ils veulent, ni travailler où ils veulent, pour des raisons bien évidentes. Ben, ça ne concerne pas tous ces gens-là qui, pourtant, savent tout. Il faut rappeler mmh, que le groupe Carlyle, créé entre autres par l'un des plus terribles numéro 2 de la CIA, un certain Carlucci, avait eu le génie de créer le Carlyle Group en proposant à tous ceux qui venaient de finir un poste de ministre de l'économie, des affaires étrangères, de Premier ministre, de chef d'État, de rejoindre rapidement le groupe Carlyle parce qu'ils étaient au courant de où allait la dépense publique, quels étaient les grands investissements, quelles étaient les grandes orientations, et de profiter de cette information, parce que c'est l'information qui est l'arme principale dans le monde de l'investissement, pour eh bien investir l'argent du groupe Carlyle. Voilà, c'est ce genre de choses, il faut que ça cesse. alors, quand, je parlais de pension, c'est parce qu'il faut comprendre que ça devrait s'appliquer à tous les élus. Alors bien sûr, ceux qui atteignent au plus haut niveau de l'État, mais aussi bien, on est, maire d'une ville, on pourrait pas parce qu'on a vu un nombre de cas de corruption où des maires signaient des permis de construire et cetera et se retrouvaient après derrière dans les entreprises qui avaient, fait. Donc ça permet vraiment de séparer le politique, de l'économique pendant un certain temps. Et Leslie Lindsay dit: «Vu les casseroles qu'il transporte, je ne vois pas pourquoi, je du moins, on lui verserait une pension». C'est justement pour éviter aussi qu'ils se corrompent encore plus et qu'ils mettent derrière, des intérêts ou qu'ils les cachent. C'est-à-dire qu'au moins il faut toujours penser, heu, des les garde-fous et c'est pour ça, qu'il y a le fameux débat sur la question de la rémunération des députés. Plus on baisse la rémunération des politiques, plus on augmente, les risques de corruption. Puisque, justement, il va y avoir une tentative. Maintenant, oui, je suis d'accord, plus de logements en fonction et cetera et quand je parle de pension, c'est une pension, genre, fonctionnaire catégorie 1, hein. On parle pas de 10 000 par mois, hein. On parle juste de quoi vivre, mais au moins qu'il y ait quelque chose. Hem, Parce qu'il faut penser aussi à ceux qui sont honnêtes et qui devront attendre 3 ans avant de bosser. Ou même 5 ans, je sais pas, il faut voir et peut-être même certains secteurs complètement interdits, comme tu l'as dit pour les militaires. C'est peut-être la solution. On va, enchaîner sur un autre sujet, hem, un sujet justement alors, je ne sais pas quel âge a réellement notre public, mais alors, je vais vous partager ça. C'est pas la première fois que je lis, ce genre d'études, mais je sais que certains ici, sont dans les universités et cetera et pourront
confirmé, malgré, les clichés, les jeunes, sont nuls en informatique. C'est-à-dire qu'il y a une génération, en particulier la mienne, celle de Georges et cetera, qui étaient adultes quand, les outils informatiques sont arrivés, qui sont devenus très bons dans ces outils. Mais la génération qui est née après, on va dire qui a eu, son adolescence, c'est-à-dire à peu près 15 ans en 2010, au moment de l'arrivée des smartphones, on se rend compte qu'ils sont catastrophiques. Ils ne savent pas se servir des ordinateurs, ils savent pas envoyer un mail, ils savent pas taper sur un clavier et avec, l'émergence de l'intelligence artificielle, ça risque d'être de pire en pire et donc paradoxalement, là où on pense que les jeunes sont très à l'aise dans la technologie, bah, c'est pas le cas. Donc tu as peut-être quelque chose à dire, alors, Force Incarnée dit n'importe quoi, les jeunes sont nés avec l'informatique. Non, cette génération-là est née avec le smartphone, c'est pas pareil. Alors ils seront très doués pour faire des Snapchat, pour aller sur TikTok et cetera. Essayez de les faire formater un document Word, vous verrez, ils ne savent pas. C'est effarant, en fait. Heu, alors, Jean dit: «Ouais, ils Alors en sont fait, nuls et les vieux sont nuls». les jeunes sont nuls, les vieux sont nuls. Oui, non, ce qui est intéressant dans l'article, qu'a présenté Pedro, Mmh, c'est que, ils sont habitués tellement habitués au smartphone qu'ils constatent que des élèves ont du mal à à c'est très, très étonnant, à écrire sur un clavier normal et vont plus vite. Pas aussi vite, mais ils vont plus vite qu'avec leurs 2 doigts sur un clavier avec leurs pouces pour prendre des notes de cours. Ou alors la chose la plus étonnante, la difficulté à travailler avec plusieurs fenêtres ouvertes et qu'ils mmh. sont tout le temps en écran en plein. Et ça me fait un peu penser à ma grand-mère qui avait du mal à comprendre comment fonctionnait le mulot. Mais voilà, c'est une évolution, mais c'est clair, i qui auc j'en vois très, très peu qui faisaient même ce que moi je faisais. Alors je suis très, très loin évidemment des compétences de Pedro, mais on démontait des ordinateurs, on branchait des trucs, des tours PC. Je sais pas pour vous, Changer la RAM. on changeait la RAM, les cartes vidéo, enfin on avait une idée où ça se branchait tout ça. Pour, les plus, accros, à une époque, on faisait des décodeurs, Canal+ quand même, avec des plans pirates, alors qu'internet n'existait pas. Heu, le niveau a complètement, changé. Alors ne parlons pas de codage. Apparemment le codage, ça a l'air très compliqué. Oui, non, mais alors, Max dit: «Ceux qui ont 15 ans en 2010 en ont 30 aujourd'hui». C'est bien ça, en fait. C'est à ce moment-là on commence à observer ce déclin et c'est de pire en pire et effectivement, Alors, Force et Incarné dit: «Je comprends votre point de vue, mais il faut pas généraliser». Effectivement, c'est pas une généralisation. Il y a des gens qui savent, il y a des jeunes qui savent, très bien faire. Mais c'est un peu comme, dans d'autres domaines, hein, que qu'on voit les niveaux en mathématiques, mmh, ils tombent. C'est une généralisation, qui est à laquelle on peut arriver avec de nombreuses études. La difficulté à se concentrer, le codage, c'est ennuyeux, hein. C'est-à-dire pour quelqu'un, c'est pas de l'informatique, c'est pas du jeu, ça bouge pas dans tous les sens, c'est des lignes de code, c'est très précis, c'est une sorte de puzzle compliqué qu'il faut imaginer dans sa tête et convertir, en lignes de code, vérifier que ça rend bien et quand on voit voilà, le niveau mathématique et la baisse, enfin la baisse du niveau de mathématiques, généralisée pour le coup et la baisse de la capacité à la concentration, ça semble assez logique que, beaucoup aient du mal avec cette partie de l'informatique. mmh. Oui, tout à fait. Alors, je vois Hypatie qui est confrontée, elle a des jeunes, dans un domaine très avancé qui se servent des outils. Je vois très bien et en fait, alors Force Incarnée n'est pas d'accord, mais en fait, la réalité, moi aussi qui suis confronté à des jeunes, c'est ils ne s par exemple, nous et notre génération, on savait installer un système opérationnel sur une machine. On savait, booter, comment lancer le début, de l'installation. Aujourd'hui, je mets au défi n'importe quel jeune d'essayer d'installer Windows 95. Il va avoir la première disquette de boot, il ne saura pas à quoi ça sert pour lancer le CD. Alors que c'était des choses qui,
était, on va dire, qu'on savait faire. On savait changer, des options dans un BIOS pour justement, booter sur un CV. Aujourd'hui, tout est automatisé, donc effectivement, dès que ça marche plus, on voit nombre de jeunes, sont en panique et ne savent plus utiliser les ordinateurs. Et heu, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire un effort là-dessus et c'est pour ça que je pense que les universités qui autorisent l'utilisation des IA dans les cours ne rendent pas service aux étudiants parce qu'on va tirer les étudiants vers le bas. C'est-à-dire qu'on va être sur des purs exécutants qui n'auront plus, le processus de réflexion. Et essayer de voir, sans aller, sur la question informatique, essayer de voir aujourd'hui un jeune, chercheur en sociologie ou quoi que ce en histoire à l'université, la majorité va faire ses recherches sur internet, ne sait plus chercher des infos dans une bibliothèque physique. Donc ça fait partie, c'est un peu, comme ça. Bon, il faut le prendre en compte, il faut l'adapter, mais c'est comme ça. Insérer la voilà, maison, insérer la première disquette, ça va, la seconde, ça force un peu. Oh, bon. J'avais pas vu le reste de la phrase. Pardon. Mais oui, et donc oui, un des trucs justement, c'est un des points qui était vu, c'est que la plupart des jeunes ne savent pas où les fichiers sont sauvegardés dans leur ordinateur. Donc voilà, c'est comme ça. Il faut, il faut, et c'est pour ça que ça va nous amener, à un sujet et dont moi j'ai évoqué régulièrement ici, et je l'avais prédit, personne ne croyait. Mais voilà ce qui se passe, c'est on a la future Twingo donc à 20 000 € de Renault, et comme, on est tellement en retard sur la technologie, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, toute la partie technique complexe, le design est resté en France, mais tout le reste a été fait en Chine avec Renault Shanghai. Et voilà, c'est-à-dire on a un tel retard maintenant que, bah, on se moquait des Chinois, pas capables de faire des choses et cetera. Bah, maintenant on est obligé, de les faire bosser pour que nous on ait un reste de semblant d'industrie. Alors c'est d'autant plus terrible que, si je ne m'abuse, Renault a encore des parts, du moins l'État a encore des parts dans Renault, et voilà, et c'est, on va dire, c'est vraiment l je vais pas dire le dernier clou dans le cercueil, mais si même notre industrie est obligée de faire appel aux compétences pour essayer d'être au niveau de qui? Des Chinois. C'est voilà, c'est je crois que ça se passe de commentaires, et c'est ce qu'on avait dit, on l'a alerté, on l'avait dit. L'Union européenne qui demandait des transferts de technologie, il y a quoi? Il y a 3 mois. Ben voilà, il y a pas de mystère, on n'a plus rien, on est à poil. Et donc maintenant, peut-être que ce qui restera, c'est, Re je crois que je l'avais dit il y a pas longtemps que, les marques françaises seront rachetées comme Volvo par des Chinois. Bah, peut-être que ce sera le cas. Je ne sais pas. Peut-être tu as encore un espoir pour Renault, Georges? Ça va être difficile. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Modem 56K ou peut-être 33K ou peut-être 14K. J'en ai toujours un modem 56K. Une Ouais, fille. mais Non, alors Adrien dit non, en fait. on a raté un coche, mais peut-être que Renault pourra se relancer avec ce qu'ont fait les Chinois que tu as annoncé tout à l'heure, je pense. Mais l'industrie automobile dans son ensemble en Europe a raté un coche. On en a parlé plusieurs fois ici, y compris l'industrie automobile allemande, qui est totalement submergée à une vitesse grand V par la production euh, euh, chinoise. On verra. Mmh. Enfin, les A choses sont mal emmanchées, comme on dit. Adrien, non, justement, elle n'est pas fabriquée en Chine, elle est fabriquée en France. C'est juste toute la R&D et l'ingénierie qui a été fait en Chine. C'est ça qui est d'autant plus humiliant. C'était l'inverse.
Ce serait à la limite dans une logique de coût, non. C'est juste que leurs ingénieurs sont et c'est ça qui agace beaucoup les syndicats chez Renault, c'est qu'en fait, ils assistent à leur propre déclassement. C'était le dernier truc où ils avaient de la valeur ajoutée, qui était la recherche et développement. Maintenant, il ne leur reste plus que le design. C'est-à-dire que toutes les batteries, les motorisations, bah, plus rien n'est fait en France. Et on parle pas de la fabrication, on parle vraiment de la conception. C'est-à-dire que le cœur de la technologique de la voiture. C'est ça qui est terrible, en fait, dans cette histoire. Ce serait juste un classique de sous-traitance? Non, c'est pas voilà, on est dans le déclin. Voilà, on est devenu la Chine de la Chine, beh, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est eux qui inventent et c'est nous qui fabriquons. Ou du moins, nos filiales dans l'Europe pas chère, qui fabriquent. Et justement, on en a parlé, alors il y a une très, très bonne vidéo que Georges a fait avec, Arnaud Bertrand, pour ceux qui l'ont pas vu, justement qui parlait de DeepSeek, du fait qu'en plus, une des choses intéressantes de DeepSeek, c'est le fait qu'il avait été mis en open source. Et justement, ça c'est ça aussi, ça cassait un peu les modèles occidentaux, mais c'est surtout, ça faisait avancer très vite. Et ben, le plus gros constructeur de voitures électriques au monde, BYD, qui lui aussi maintenant est chinois, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a sorti une technologie de voiture autonome qui marche très, très bien et il l'a passé en open source et gratuit pour que tous les constructeurs automobiles du monde, puissent justement l'utiliser et tous ses clients l'auront gratuitement et ça change complètement la donne parce que c'était un marché sur lequel les constructeurs occidentaux dépensaient beaucoup, beaucoup d'argent et on peut se dire que est-ce que c'est pas une réponse justement, puisqu'on sait que les entreprises chinoises ont quand même des rapports importants avec le pouvoir, est-ce qu'on n'est pas dans une logique aussi de guerre commerciale? C'est-à-dire que la Chine en a sous le coude et décide de casser des marchés parce qu'on lui met des tarifs douaniers et c'est peut-être une arme qui sera redoutablement efficace parce que j'en fais comment ça s'appelle? Alors on m'a reproché la source, alors je suis désolé, j'avais plusieurs sources, j'ai pris celle-là parce que il y avait une belle image. Mais, heu, sur la question, justement, de la technologie, une des choses qui peut se passer, c'est que les Chinois commencent, par exemple, sur l'industrie pharmaceutique, en particulier dans le cadre des annonces qui ont été faites au G20, de souveraineté pharmaceutique mondiale et cetera. Et donc, on va voir ce qui va nous rester. Donc c'est vrai que cette guerre commerciale qui se profile, la Chine, contrairement aux autres, est en train de démocratiser les technologies au forceps, en les donnant et on verra que ça va être un peu comme DeepSeek, très critiqué, parce qu'on dira que ça marche pas, c'est pas bien et cetera, parce qu'il faut préserver nos propres intérêts. Mais peut-être Georges, vu que tu as échangé longuement avec Arnaud sur cette question-là, tu as peut-être quelque chose à dire sur cette guerre commerciale qui se profile? Bah, je pense que le plus intéressant, ça serait bientôt d'en parler directement avec Arnaud dans sa prochaine émission, d'autant que, la nouvelle réorientation, géostratégique voulue par les États-Unis implique, qu'il y ait un rapprochement, américano-russe et éventuellement une décorrélation entre la Russie et la Chine, ce qui renforcerait, en tout cas dans le plan trumpien, l'offensive contre l'économie chinoise qui est ce qu'il vise depuis le début. Les les États-Unis veulent réindustrialiser, leur pays, les États-Unis. On voit ce que tu as très bien décrit, on est dans une situation qui est inverse de celle qu'il y avait il y a encore 25 ans. Heu, on construit en France alors que l'ingénierie est faite, en Chine, c'est l'inverse avant. Les États-Unis ne veulent plus cela et pour récupérer des industries, eh bien cela implique, une accélération de la guerre commerciale. Il me semble clair que les États-Unis veulent régler le problème de l'Ukraine d'une manière ou d'une autre, y compris en sacrifiant complètement l'Ukraine, ça leur est parfaitement secondaire, pour au minimum lancer une guerre, économique importante contre la Chine.
Tout à fait et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner, sur, le prochain sujet qui montre notre faiblesse à nous. Sur la question de l'intelligence artificielle, il y avait depuis 2022, il y avait des réflexions, au sein de l'Union européenne, hein, ce grand mastodonte qui sert pas à grand chose et qui là, pour une fois, aurait pu peut-être servir à un truc. Mais pour ça, il faut avoir, on va dire, il faut en avoir dans le pantalon, comme on disait, dans une autre époque et donc on a eu, Vance qui est venu, dans le sommet de l'IA, du moins je crois qu'il était en visio, je sais plus exactement, à Paris, qui a dit: «Hors de question que vous mettiez en place des régulations» et qu'est-ce qu'on apprend? Bah, que l'Union européenne décide de renoncer, pour l'instant, à encadrer la responsabilité des IA. Alors il faut savoir que l'enjeu, commercial est énorme, puisque ça voudra dire que les conneries qui peuvent se passer à cause des intelligences artificielles, les entreprises qui vont produire ces intelligences artificielles-là ne pourront pas être mises en cause. Ça veut dire si, vous confiez votre compta à une intelligence artificielle et qu'elle fait n'importe quoi avec votre compta, ben, l'entreprise qui a fait l'algorithme, vous pourrez pas, le poursuivre parce que, votre, comment ça s'appelle? Les impôts vous réclament un dû parce que le truc s'est planté. C'est-à-dire que ça va permettre à tous les apprentis sorciers de pouvoir faire tout et n'importe quoi avec vos données personnelles et cetera, encore pire qu'aujourd'hui et donc, un peu comme sur la question des données personnelles, paradoxalement, l'UE était dans une logique d'aller dans un bon sens, même si probablement ça allait accoucher d'un truc horrible. Mais on voit, le vice-président américain arrive, il tape du poing sur la table et nous on s'exécute. Alors tu as peut-être un mot à dire là-dessus, Georges? Ah, on t'entend pas. Non, pas spécialement. Mmh. Voilà, le maître américain, même s'il a changé de nom, comme on dit, on ne mord pas la main qui nourrit, c'est ça? C'est vrai que là-dessus, on est vraiment, ça montre bien, pour ceux qui avaient encore un doute, l'inféodation de la Commission européenne aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en gros, et le changement de braquet et vu que le parlement ne peut pas s'autosaisir, c'est la commission qui décide. Bon, bah, voilà. C'est les choses se font simplement en Union européenne. Alors, j'ai un petit sujet très rapide parce que justement on a parlé des ingénieurs et c'était Éric Anso qui nous rappelle qu'en France, on fut un pays où on avait des ingénieurs et donc c'est le 150aire du décès donc de l'un de nos plus grands ingénieurs qui s'appelait Marc Séguin, créateur du premier pont suspendu d'Europe, dont c'est le bicentenaire. Donc c'est le pont que je vous montre, qui est le pont de Tournon. Et donc c'était de la chaudière tubulaire. Voilà, il a aussi inventé la chaudière De la tubulaire ou de la encore la locomotive locomotive aussi. qui porte son nom. Pardon. Il a aussi inventé la locomotive quand même. Oui, oui, c'est ce que je viens de dire. D'accord. Et donc, c'était une époque où la France, on a eu, les frères Montgolfier, on a été un pays où on a produit beaucoup d'ingénieurs qui ont, rayonné à travers le monde, mais la tour Eiffel, La Tour produit du Eiffel, savoir-faire d'ingénieurs. le cinéma, l'aviation, incroyable. À l'aviation, je suis pas d'accord. Oui, bon, enfin, je C'est les sais. Brésiliens qui ont inventé l'aviation. C'est Santos Dumont. Tu sais que Non, non, il y mais a un non, non, contentieux non, historique. arrête, arrête, stop. C'est Qu'il l'ait fait une nanoseconde avant change rien au fait que c'était une époque où, les ingénieurs français, travaillaient sur ça et faisaient énormément de développement. Bon, tous azimuts, les Paris rayonnait, Paris était, la ville lumière, Paris était la ville monde. Alors ça remonte un peu, mais voilà, tragiquement, c'est quelque chose qu'on a abandonné et qu'on a surtout abandonné ces 25-30 dernières années. Encore au milieu des années 90, la France n'est pas la même qu'aujourd'hui dans tous les domaines. L'école fonctionne beaucoup mieux. En l'an 2000, nous avons le premier système de santé au monde. En 1900, quand je suis dans mes classes préparatoires, préparatoires militaires supérieures en 95,
On a 1300 chars lourds de combat. Je sais pas si vous imaginez, 1300, hein. Aujourd'hui, on a à peine 226, dont la moitié roule pas. Bon, comme ça. Et on avait des conglomérats comme la Compagnie Générale d'Électricité, dans laquelle on trouvait Alstom, dans laquelle on trouvait Technip, Alcatel. On était leader mondial de la téléphonie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On avait beaucoup plus d'ingénieurs, beaucoup plus de débouchés, beaucoup plus de capacités, beaucoup plus d'industrie. Tout ça a été sabordé par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. C'est une tragédie dont on va payer longtemps, longtemps le prix. Et le rappel de cet ingénieur, Séguin, quelque chose d'important. Oui, comme c'est Michel de Montmirail nous l'écrit, on a eu le Concorde, on a toute la période de planification gaulienne post-Deuxième Guerre mondiale avec le Concorde, puis le nucléaire civil, le nucléaire militaire, et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, l'espace, enfin, puis ça finit sur le TGV, enfin, voilà. Et ça se perd. Et le principal problème, c'est que, et on en parle régulièrement ici, c'est un sujet qui est important pour Pedro, c'est qu'on perd la compétence. Et que plus on perd la compétence, plus c'est compliqué de rattraper le temps, le temps perdu. Voilà. Donc, un salut à une époque où la France était première, et peut-être qu'avec quelques efforts, on pourra revenir à une meilleure position que celle que nous avons aujourd'hui. Donc renforçons, l'apprentissage des mathématiques qui est dans un état catastrophique, parce que des ingénieurs qui ne savent pas compter, ça va pas très loin. Je pense que sans quelques équations, la tour Eiffel, elle serait fondée depuis longtemps. Heu, alors il y a un dernier sujet avant que tu reçoives notre invité, comme tous les lundis, et son verbe si particulier, Gilles Casanova, qui est un sujet de société, assez grave, mais qui, pour moi, il faut en parler. Pourquoi? Parce qu'il y a, Joël, alors je veux pas, bon de toute façon on s'en fout, c'est une ordure donc je peux, écorcher son nom. Le Skouarnek, donc qui était chirurgien, qui est accusé de plus de 300 viols et agressions sexuelles, hein. On est dans un niveau, on va dire industriel, qui a pu échapper à la justice. On voit des dysfonctionnements. Il a été condamné, on prévient pas l'hôpital, on prévient pas le conseil de l'ordre, et continue à exercer et continuer à agresser, et c'est que maintenant qu'on arrive, alors qu'il documentait tout et cetera, à refaire sortir. Alors, il y a eu un premier procès qui touchait, je crois, que 2 ou 3 enfants, et là, maintenant, ils ont exhumé, parce qu'ils documentaient tout, et ce qui est terrible dans tout ça, c'est qu'on voit que tout le monde, plus ou moins, savait, et très peu ont parlé. Pour plein de raisons, soit familiales: «Oh, c'est pas si grave, oh, il est malade», soit professionnelles, souvent il a été suffisamment malin pour aller dans des déserts médicaux. Donc c'était le seul chirurgien, donc s'il partait, il y avait plus de service de chirurgie, et donc on a laissé un monstre comme ça prospérer, et la question pour moi, c'est combien il y en a, en fait, comme ça? Parce qu'ils ont un statut qu'on laisse, dans la nature, pouvoir faire des atrocités aux enfants, et qu'on ne dit rien. Donc, parce qu'il y a pas plus horrible que ceux qui agressent les enfants. Pour moi, je trouve que, voilà. Je sais même pas, on parle de 30 ans de prison pour un mec qui a fait 300 viols, je sais pas comment on peut considérer que c'est assez. Je parle pas de peine de mort, je veux dire à un moment, c'est fini, tu restes, tu vois? Tu ressortiras jamais. Alors peut-être Georges, tu as une réaction là-dessus? Mais on avait reçu, on avait beaucoup discuté avec des associations de lutte contre la pédocriminalité, ou des associations qui essayent de capturer ce genre de personnages en montant des dossiers pour les transmettre directement à la police ou au juge. Et tous nous ont toujours dit, ça nous a beaucoup frappé. Tu te souviens, Pedro,
Mmh. beaucoup frappés par, quand on posait la question: «Mais qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'ils sont capturés? Comment est-ce qu'on» et ils disent: «Tant qu'on est dans l'ordre du fantasme, heu, et que la personne volontairement va se soigner, tout est récupérable. On peut suivre des thérapies, ça marche. Mais une fois que c'est passé à l'acte, c'est fini». Ils disent: «C'est fini. En fait, ces gens ne sont pas soignables. Ils doivent être sortis de la société. Point». Et sortis de la société, on demande comment, à part, décapiter ou fusiller les gens, on voit pas très bien comment sortir de la société. Et ben, faut qu'on ait des espaces fermés où ils restent à vie. Parce qu'on est assuré, il y a même la toutes les camisoles chimiques, tout ça ne fonctionne pas, on est assuré qu'ils recommenceront. Parce que c'est une maladie très grave, psychique et on le voit, voilà. Alors le problème aussi, c'est que tout ça, on le répète sans cesse, c'est fort peu sanctionné, finalement, peu poursuivi. Comme dans le cas qui est décrit ici, ça a commencé, de ce triste personnage, ça a commencé, dans le cercle familial. Alors souvent heu, c'est lié à de l'inceste, et c'est là que ça se passe, donc c'est en plus compliqué à voir, mais il y a aussi des réseaux pédophiles, il y a aussi des gens qui échangent des photographies, il y a aussi des gens, comme lui qui après, se libèrent, si on peut dire, comme ça et vont, heu, faire subir des sévices aux enfants, ailleurs, heu, en dehors du cercle familial ou cercle familial élargi ou amical et il y a quand même une certaine, on en parle ici, il y a quand même un très, très gros laxisme. Je crois que c'est le crime qui est le plus difficile à repérer et quand il est repéré, très difficile à condamner. Voilà, c'est quelque chose pour nous qui nous tient à cœur et on pense qu'il faut, il faut une sévérité qui n'existe pas pour le moment, dans la loi, et des unités plus nombreuses, plus spécialisées, qui traquent sans relâche. Car une partie de ce travail fait par ces associations est formidable, hein. Mmh. On l'a vu, heu, je lui ai dit: «C'est assez extraordinaire, ils montent des dossiers, bah, ça serait bien que l'État s'en occupe» et puis on a vu aussi, émerger, peut-être parce que ce sont des gens mus par des courants traditionalistes, plus anciens, mais on a de plus en plus de cas où, se substituant à l'État, des jeunes, parfois même mineurs, heu, piègent des, pédocriminels et pour le coup, ne font pas de dossier, mais les tabassent et les filment en train d'avouer. Bon, heu, il est temps que l'État, s'occupe de ce dossier sérieusement, heu et puis, aille, creuser jusqu'où il faut creuser. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup visiblement de gens, en haut de la société qui sont impliqués dans des réseaux pédophiles. C'est pour ça que c'est essentiel les cours, d'éducation à l'école. Alors on parle pas d'éducation sexuelle, horrible, où il faut apprendre la masturbation et cetera, mais expliquer la question de l'intégrité de son corps aux enfants et que ce soit ses parents, ses proches, son oncle, personne n'a le droit de toucher au corps et que le corps est sacré et cetera et c'est important et on sait que c'est aussi très combattu par certains courants de dire: «Ah non, il faut pas expliquer ça aux enfants». Or, on voit que c'est souvent dans ces milieux-là qu'il y a beaucoup d'abus aussi. Donc il faut c'est important justement parce que on le voit dans l'histoire de ce monsieur, il se fait prendre parce qu'une petite voisine qui le voyait juste comme un voisin, qui ne voyait pas le statut, qui n'avait pas le a dit à ses parents et c'est ça qui a fait que les gens ont parlé. Parce que sinon tout le monde était, «Ah c'est le chirurgien, c'est machin, c'est l'oncle, c'est» et tout le monde s'est tu et je pense aussi et ça après ça n'engage que moi, qu'il faut des peines très sévères aussi pour ceux qui ont détourné le regard. C'est-à-dire, il faut, un directeur d'hôpital à qui on a prévenu que telle personne a été condamnée pour possession d'images criminelles, le fait de continuer de le laisser opérer des enfants, bah, c'est une responsabilité et il faut aussi là, pour moi, il faudrait passer par la case prison parce que ça en ferait réfléchir certains. Mais là, c'est l'exemple même de quelqu'un qui ne s'arrête pas. Ouais, ça n'a pas suffi alors qu'il avait été, repéré quand même. Oui, tout à fait. Il doit être exclu de la société, combien, il faut imaginer le coût, ce que ça représente pour la société aussi.
Tous ces enfants sont traumatisés, ça a un effet global sur la société, sur le bonheur dans la société, sur le eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils deviennent, certains deviennent eux-mêmes pédocriminels, d'autres sont dépressifs à vie et ont leur vie, complètement gâchée. Enfin, c'est un coût social, humain absolument sidérant. Surtout si c'est, 1 enfant sur 8 qui subit des sévices comme on entend tourner régulièrement ce chiffre. En tout cas, c'est ce que rapportent les associations. Oui et c'est dans tous les milieux sociaux. Donc il y a pas de là on voit, on parle d'un chirurgien bien français de souche, mais ça va aussi dans les milieux, pauvres, immigrés et cetera. Si il y a pas de on va dire, de préférence de milieu particulier ou d'éducation et cetera. C'est ça qui rend, la chose encore pire. C'est-à-dire que c'est un vrai phénomène de société profond et alors sur ces paroles un peu, alors il faut savoir que cette semaine, juste avant que tu passes à Gilles, je fais juste une annonce. On va probablement vous faire quelques surprises avec, des matinales dépaysées. On va voir si ça va marcher et donc avec des vaches et des cochons, on verra et on va essayer Et de manger on a un petit désaccord, là, éditorial. Hier, il y a eu les élections en ah Allemagne. oui, pardon. Mmh. Il y a quand même eu les élections en Allemagne, qui, bon, rapidement, on va en parler de toute façon, J avec Gilles. Élections en Allemagne qui ont vu, la victoire de la CDU, donc la droite, conservatrice, classique, allemande, mais pas avec un score, phénoménal. L'effondrement du SPD, ils pseudo-sociodémocrates, d'Olaf Scholz, qui ont un record historiquement bas, qui n'a jamais été aussi bas depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça montre bien combien son gouvernement était apprécié. Et puis l'AfD, parti d'extrême droite, qui monte très très fort, puisqu'ils arrivent à 20,5%, ils ont 151 sièges, deuxième partie d'Allemagne. À nouveau, on va avoir une carabistouille bizarre, c'est-à-dire qu'on aura, cette fois-ci, ça sera CDU, comme à l'époque d'Angela Merkel, qui euh, dominera la vie politique, mais en faisant une coalition sûrement avec le SPD, donc pour que voilà, rien ne change. Euh, à nouveau, comme le décrit très bien régulièrement ici chez nous François Koch. Et puis, malheureusement, on a un très mauvais score enfin, un très mauvais score, qui frôle la barre des 5% et qui permettait l'élection, le score de Sarah Wagenknecht et de son parti, euh, Bündnis Sarah Wagenknecht, qui fait 4,972%. Enfin, vraiment, il manque quelques milliers de voix. Et on commence à parler de fraude et d'offensive du pouvoir en place du SPD pour les bloquer, car si elle passait, eh bien, ça limitait considérablement les capacités de faire une coalition SPD-CDU. Voilà, des recours ont été lancés. Voilà, donc, ils sont courts de 0,028% des voix. C'est dommage. On verra ce qu'il en ressortira, mais bon, voilà, pour nous, c'est une déception. Parce qu'on aime bien Sarah Wagenknecht et ce qu'elle défend. Et on va discuter avec Gilles de ce que cela signifie plus globalement en Europe. Même 152 sièges, apparemment, l'AfD. Donc ils ont encore un de plus, parce qu'ils sont arrivés à 20,8%. J'en étais resté hier soir tard à 20,5%. Voilà, donc le décompte est allé à leur avantage.